Réarmement militaire, le chef d'état-major général des FARDC séjourne à Goma depuis lundi. Il est allé encourager les militaires à ne pas baisser le bras. Cette visite d'inspection intervient au moment où l'armée bloque toutes les provocations des terroristes du M23. C'est comme si nous étions déjà en campagne électorale. C'est l'image que donne la ville de Kinshasa. Les affiches avec visage des candidats et messages de campagne alors que la campagne commence le 19 novembre. Qu'est-ce qui est censé gérer cette question? La rédaction de Télé 50 a fait le constat sur terrain. 20 corps calcinés, 20 maisons incendiées et 7 personnes sont à l'hôpital en soins intensifs. C'est le bilan des dernières attaques séparatistes au Cameroun. Bonjour et bienvenue sur Télé 50. Le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo est arrivé lundi à Goma au Nord Kivu dans le cadre d'une visite de réarmement des militaires au front. Cette visite d'inspection intervient au moment où l'armée bloque toutes les provocations des terroristes du M23 contre les lignes tenues par les forces loyalistes et respectueuses du cessez-le-feu. C'est un reportage de l'armée. Le général d'armée Thio Esonge Christian est arrivé ce lundi 6 novembre 2023 en début de soirée à Goma. À la tête d'une forte délégation militaire, le chef d'état-major général des FARDC a été accueilli à sa descente d'avion par le gouverneur intérimaire du Nord Kivu, entouré des membres du comité provincial de sécurité. L'arrivée du chef d'état-major général coïncide avec la reprise des combats dans la zone suite à la violation du cessez-le-feu par l'armée rwandaise et de ses pantins du M23. La montée en puissance des forces armées de la République démocratique du Congo est effective comme l'avait annoncé le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo. C'est ainsi qu'il s'est rendu pour sa énième fois ici à Goma pour poursuivre sa mission de commandement et de contrôle des opérations qui sont menées ici. Son séjour va certainement booster la détermination des FARDC à défendre la nation face à l'agression du Rwanda et galvaniser les morales des troupes engagées aux différents fronts. Une grande partie de la ville de Goma est dans le noir depuis lundi en début de la soirée. C'est la suite aux affrontements entre les terroristes du M23 et les patriotes congolais d'Iwazalendo dans la cité de Kibumba en territoire de Nyiragongo. Selon plusieurs sources, un tir de mortier des rebelles a touché des installations de la société Virunga Énergie qui fournit la ville volcanique et ses environs en courant électrique. Cette coupure a plusieurs conséquences sur la vie socio-économique de plusieurs personnes qui utilisent cette énergie pour leurs activités. Pacheco Kavundama. Dans un communiqué signé lundi soir par la direction de la société Virunga Énergie, elle fait savoir qu'il s'observe une coupure de l'électricité au niveau de la ville de Goma à cause des affrontements entre FARDC et M23 au niveau de Kibumba. Nous sommes dans le territoire de Nyiragongo, à environ 20 km de la ville volcanique. Virunga Énergie attire l'attention sur les conséquences sérieuses humanitaires que cette coupure d'électricité occasionne déjà sur le vécu quotidien de la population. À titre d'exemple, la coupure entraîne l'impossibilité d'alimenter les pompes de la régie des eaux pour distribuer l'eau aux nombreux habitants, notamment à Keshero et au camp des réfugiés de guerre de Bouchagara, toujours dans le territoire de Nyiragongo. Elle entraîne aussi l'impossibilité d'alimenter l'éclairage public, de fournir l'électricité aux hôpitaux, dont peut possiblement découler des pertes de vies humaines. Virunga Énergie dit garder ses équipes en alerte et en attente afin de procéder aux réparations le plus vite possible dès que la situation sécuritaire le permet. À moins de 2 semaines du début de la campagne présidentielle en RDC, les leaders de l'opposition qui avançaient en ordre dispersé ont accepté de se réunir. Nous apprenons que les tractations seraient en cours en vue d'une candidature commune. 5 leaders sont concernés par cette démarche politique et auraient dépêché discrètement leur lieutenant en Afrique du Sud pour évoquer cette hypothèse. Se dirige-t-on vers une candidature commune de l'opposition? C'est la grande question qui taraude les esprits à moins de 2 semaines de la campagne électorale et à 1 mois pratiquement de l'élection présidentielle. D'après Jeune Afrique, plusieurs personnalités de l'opposition ont accepté de dépêcher leur lieutenant en Afrique du Sud pour évoquer l'hypothèse d'une candidature commune. Ces tractations, qui concernent principalement 5 leaders de l'opposition, ont été enclenchées et sont actuellement en cours au pays de Mandela et devraient, si tout va bien,
aboutir au choix d'un candidat commun qui représentera l'opposition à la course pour la magistrature suprême. La candidature unique de l'opposition reste pour le moment une des options politiques idéales dans une élection présidentielle à un tour, qui de Martin Fayulu, Delis Esanga, Matata Mponyo, Moïse Katumbi et Denis Mukwege sera désigné par l'opposition afin de faire face à Félix-Antoine Tshisekedi, président sortant et candidat de l'Union sacrée. Le suspense reste jusqu'alors total. Les leaders de l'opposition sont appelés à privilégier l'intérêt supérieur de la nation, alors que la Commission électorale nationale indépendante continue quant à elle de confirmer la tenue des élections dans le délai constitutionnel. Certains leaders de l'opposition se disent très préoccupés par la suite du financement du processus électoral. Les élections de décembre 2023 vont intervenir dans un contexte de crise sécuritaire provoquée par les attaques du M23, appuyées par l'armée rwandaise. La problématique de l'Est de la RDC reste, sans nul doute, un défi à relever pour le futur locataire du Palais de la Nation. Entre-temps, le gouverneur du Kasaï central, John Kabila, avait tenu des propos jugés séparatistes par l'opposition congolaise, appelant tous ceux qui veulent avoir des voix à aller les chercher ailleurs et non dans le Kasaï central qui serait déjà réservé à Félix Tshisekedi. Une plainte a été pour ce faire déposée lundi par le biais de l'avocat de la coalition Lamouka contre le gouverneur John Kabila. On écoute Maître Clément Mouza Kayembe. Déposer plainte contre M. John Kabila, gouverneur du Kasaï central, pour dénonciation du tribalisme et atteinte aux droits garantis aux particuliers. Aussi la tentative de meurtre par rapport aux événements qui ont suivi sa déclaration lors d'un meeting populaire à Kananga. Vous savez que le pays traverse des moments très difficiles de son histoire politique, notamment avec la 5e agression de notre pays. Et pour une autorité comme un gouverneur détenu de propos aussi graves à caractère tribaliste, ou mieux faisant apologie du tribalisme, je pense que c'est très grave. Et je pense que vous avez suivi, il a tenu ces propos-là à Kananga, mais tout de suite, lorsque un candidat président de la République, en l'occurrence le président élu Martin Fayulu, s'est déplacé pour Chikapa, vous avez vu qu'il y a des gens qui ont écouté ces propos et qui l'ont mis à l'exécution. Donc, on peut tenir ces propos à Matadi, à Kikwit, à Lubumbashi, à Mbandaka, à Goma ou partout, à partir du moment où, n'importe où les partisans se trouveraient sur l'étendue de la République démocratique du Congo, ils peuvent bien mettre en péril la cohésion nationale ainsi que l'unité nationale que nous devons conserver à tout prix. Nous les reprochons de considérer que il n'y a pas un autre candidat qui peut avoir des voix au Kasaï central. Donc ça, je pense que c'est discriminatoire. La question de la campagne électorale avant la date prévue ne semble pas concerner la ville de Kinshasa. À plus ou moins 10 jours de la campagne proprement dite, les rues de la ville respirent déjà la campagne électorale, des affiches qui annoncent les ambitions, qui incitent au vote, comme s'il n'y avait pas des régulateurs. Le constat de nos reporters ce mardi. La date prévue pour la campagne électorale de 2023 est du 19 novembre au 18 décembre. À cet effet, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication avait évoqué des mesures pour mettre en garde les candidats à tous les niveaux sur une éventuelle pré-campagne. À Kinshasa par exemple, le constat est amer. La capitale est déjà bondée des affiches avec slogan de campagne, que ce soit pour les législatives ou pour la présidentielle. Les réseaux sociaux, n'en parlons pas. C'est comme si l'attention des régulateurs n'était focalisée que sur les chaînes de télévision. Ces affiches, bien que le numéro de vote n'y est pas, le message est incitateur. D'où ces interrogations sur la loi électorale du genre. Qu'est-ce qui est prévu pour sanctionner ceux qui ne vont pas s'y conformer? Que fait l'hôtel de ville pour gérer la question des affiches de campagne avant la campagne proprement dite? Si le siège des institutions ne s'y conforme pas, que dirions-nous de l'intérieur du pays? Qui va sanctionner alors que tous, ou presque, sont candidats? Qu'à cela ne tienne, le décor de la campagne électorale est déjà planté
aux électeurs de se focaliser sur leur ticket et que le meilleur l'emporte. Et pour le CESAC, le vice-président Bruno Bolisson nous a confié qu'ils n'ont pas de brigade pour sanctionner directement. Le CESAC collabore avec l'hôtel de ville et la régie publicitaire qui possède des brigades. Et le CESAC a déjà adressé une correspondance pour ce faire. À la CENI, une mission d'observation électorale a été mise en place avec plus de 75 000 observateurs électoraux. La cérémonie a eu lieu en présence des membres de la centrale électorale et ceux de l'organisation de la société civile pour la paix au Congo. Il s'agit des plus de 145 formateurs de l'Organisation de la société civile pour la paix au Congo qui ont participé à la formation des observateurs électoraux en marge des élections du 20 décembre prochain. Ces derniers ont été présentés lors d'une cérémonie qui a également marqué la sortie officielle de l'Organisation de la société civile pour la paix au Congo. L'OSPC, qui a évolué en informel depuis plus d'une année, réunit les Congolais, les sincères patriotes qui ont décidé de lutter pour la sauvegarde de l'intégrité du territoire national, de dire non à l'ingérence extérieure. À en croire les responsables de la mission d'observation électorale, cette formation aura pour mission de collecter, analyser et diffuser les informations sur le déroulement du scrutin en temps réel en vue d'assurer des élections crédibles, fiables et transparentes. Lors de son allocution, le secrétaire exécutif national adjoint, Shadrach Moukad, a affirmé que la structure vient appuyer les efforts des Congolais afin d'aboutir à une paix qui demeure. L'OSPC vient pour la conjugaison des énergies des Congolais aux mains immaculées pour une paix et un pain qui demeure. Ceci passe par la conception et la réalisation des projets de développement, par la dénonciation de la mauvaise gouvernance, la corruption et le détournement, mais aussi par l'incitation des décideurs par des propositions concrètes en vue de garantir la population la paix et le pain quotidien. Cette cérémonie a eu lieu en présence des membres de la centrale électorale et ceux de la société civile. Processus électoral, le rapporteur adjoint de la Commission électorale nationale indépendante, Paul Moindo, a clôturé à la maison des élections la séance d'échange avec une délégation du Conseil national de la jeunesse conduite par son président William Mukambila, venu de 26 provinces. C'était en présence des partenaires techniques et financiers de la centrale électorale, dont la Fondation internationale pour les systèmes électoraux IFES, l'Institut républicain international IRI et des différentes facilitateurs. Formés sur la manipulation des dispositifs électroniques des votes à travers cette formation, ces agents de la Commission électorale nationale indépendante connaîtront le rôle d'un observateur, d'un témoin des innovations de la loi électorale. La CENI est une institution d'appui à la démocratie. Demain, nous allons produire les résultats qui feront que nous puissions avoir le président de la République qui va diriger ce pays durant 5 ans. Et si aujourd'hui nous ne savons pas jouer chacun son rôle, nous allons regretter pendant 5 années. À ce qui concerne la CENI, nous allons tout faire pour que le processus davantage soit plus transparent, plus crédible, inclusif et surtout que vous, les jeunes, vous puissiez aussi savoir jouer votre rôle. Un moment d'échange qui a eu l'avantage d'éclairer la lanterne des participants. Auparavant, William Mukambila a, au nom de la jeunesse congolaise, promis d'accompagner les processus électoraux pour des élections libres et transparentes, preuve le 20 décembre prochain. Cela aussi remet en cause, bien justement, la question de l'intérêt politique. Seulement, la jeunesse est majoritaire. Si nous consacrons un quota spécifique pour la jeunesse, tous ces villes-là n'auront plus encore de siège. Pour sa part, Samuel Foukam, conseiller électoral au sein de IFES, partenaire technique de la centrale électorale, a souligné l'accompagnement de sa structure dans l'organisation des élections, tout en révélant qu'une élection constitue un domaine de souveraineté par excellence. Il a rappelé aussi le rôle capital que doivent jouer les jeunes, qui constituent une part importante de l'électorat, représentant plus de la moitié de la population congolaise.
Quittons la capitale pour l'intérieur du pays. L'absence de pont dans plusieurs rivières de la province du Haut-Uélé aggrave la situation de vie de la population. Dans le territoire de Faradje, par exemple, une centaine de maisons est submergée par les eaux de rivières Podo, Aro, Aba et Tandé suite aux dernières pluies diluviennes. Ces inondations ont eu des conséquences dévastatrices pour la population locale. En particulier, le système éducatif a été gravement touché, les élèves n'étant plus capables de se rendre à l'école 3 jours déjà. De plus, les commerçants qui rencontrent des difficultés pour transporter leurs produits agricoles vers les grands centres à cause des routes coupées par les eaux, d'où l'appel du gouvernement provincial ainsi que le gouvernement central pour réagir en toute urgence afin d'éviter le pire. Quittons la RDC, à Mafé, au Cameroun, au moins 20 personnes ont été tuées à 3 heures du lundi dernier dans les attaques séparatistes. Le préfet du quartier affirme que le massacre a fait état de 20 corps calcinés, 20 maisons incendiées et 7 personnes sont à l'hôpital en soins intensifs. C'est depuis 2016 que les régions du sud-ouest et nord-ouest sont ravagées par la crise anglophone, composée majoritairement de Camerounais d'expression anglaise. Une énième tuerie qui a été déclenchée dans la nuit du dimanche à lundi par l'armée séparatiste aux environs de 3 heures. Selon le préfet du quartier de Mamfé, les victimes ont été massacrées dans leur sommeil dans une attaque attribuée aux sécessionnistes et sont reparties sans être inquiétées car le quartier donne accès à la brousse et à une rivière. Selon le maire de la ville, les recherches se poursuivent car le nombre pourrait croître dans les prochaines heures. Pendant ce temps, les corps sans vie sont déposés à la morgue de l'hôpital de Mamfé. Cette tragédie survient à une date symbolique au Cameroun, où le parti au pouvoir célèbre l'arrivée, le 6 novembre 1982, du président Paul Biya, 41 ans au pouvoir. Et on revient au pays pour parler de la culture. La lutte contre la pollution par les arts, c'est un des éléments catalyseurs de la notoriété du centre culturel Ndakuya La Vie est Belle. L'initiative a été saluée par la ministre de la Culture, Arts et Patrimoine lors d'une visite dans cet espace culturel multidisciplinaire. Catherine Katungu a à cette occasion exhorté les artistes à vendre leur imagination créatrice sur la scène internationale. Cette visite au site Ndakuya La Vie est Belle, implanté en plein cœur du quartier Matongé, a permis à la ministre de la Culture, Arts et Patrimoine de s'imprégner des créations artistiques accomplies par les artistes multidisciplinaires engagés dans la lutte contre la pollution. Dans sa prise de parole, Catherine Katougou a exprimé sa joie pour l'initiative prise par les artistes. Vous avez fait la fierté du Congo parce que c'est la question de l'identité que je vais aborder. Vous avez fait la fierté du Congo parce que, à partir de ce que vous avez fait, vous avez éveillé le monde entier, les culturels du monde, à s'engager dans la question de lutte contre le réchauffement climatique, en vous appropriant la question de la protection de l'environnement. Laissez-moi vous demander de vous applaudir. Par ailleurs, la tutelle de la culture de la République démocratique du Congo les a encouragés à réécrire l'histoire par la photographie et la gravure. La culture est la chose que j'ai découverte et que j'aime passionnément. Je me suis décidé de venir vous saluer parce que j'ai été visité par les anges. Et ces anges sont venus de Nago et à La Vie est Belle. Et le grand de ces choix, c'est le choix de vouloir voir la culture prendre sa place et rayonner et émerveiller. L'imagination créatrice des artistes du site Ndakuya La Vie est Belle, où a été tournée une séquence du film La Vie est Belle avec Papa Wemba, est un atout majeur duquel pourrait se développer une industrie culturelle. D'où l'appel au soutien lancé par les artistes. Aujourd'hui, nous allons à la découverte de Echo, qui est l'une des prochaines séries Marvel Studios prévues pour Disney+. Elle mettra en scène une nouvelle héroïne que nous allons déjà pu voir dans Hawkeye. Dans ce dossier, nous allons faire le point sur tout ce qu'il y a à voir et à savoir sur cette série. Personnages, date de sortie, méthode de diffusion. On vous dit tout sur cette série encore bien mystérieuse, choisie par Bénédicte Ntoya. Maria, je sais très bien qui tu es.
Sans prévenir, Marvel Studios a lâché son tout premier thriller pour Echo. Sa nouvelle série qui arrivera en streaming sur Disney+ le 10 janvier 2024. Une bande-annonce inattendue qui a surpris pas mal de monde de par son traitement plus adulte que les autres productions de MCU. N'aie pas peur. Pour Echo, il faut dire que le sang coule, le meurtre sans concession et la violence y est presque gratuite. Notamment quand Fix, le caïd, s'en prend à un vendeur de glace qui a manqué de respect au personnage de Maya Lopez lorsqu'elle est enfant, en raison de sa surdité et de son mutisme. Ces personnages qui avaient fait ses premiers pas de la série Hawkeye il y a 2 ans est le signe d'une nouvelle direction au sein de Marvel Studios. Quand sera diffusé Echo? Sur quelle plateforme? Combien d'épisodes comptera Echo? Qui sera à la tête de l'affiche? Et que aura-t-elle le droit à une saison ou 2? Marvel Studios met à votre disposition la série Echo qui sera diffusée sur Disney+. Et comme toutes les séries Marvel Studios, elle comptera 6 épisodes. Maya Lopez sera donc à la tête de l'affiche, mais retenez que la série Echo a été pensée comme une mini-série. Elle ne comptera donc qu'une seule et unique saison dont la sortie officielle est prévue pour ce 10 janvier. Et en attendant, ici, nous, on prend le rappel des principaux titres. Réarmement militaire, le chef d'état-major général des FARDC séjourne à Goma depuis lundi. Il est allé encourager les militaires à ne pas baisser le bras. Cette visite d'inspection intervient au moment où l'armée bloque toutes les provocations des terroristes du M23. Et c'est comme si nous étions déjà en pleine campagne électorale. C'est l'image que donne la ville de Kinshasa. Les affiches avec un visage des candidats et messages de campagne alors que la campagne commence le 19 novembre. Qui est censé gérer cette question? La rédaction de Télé 50 a fait le constat sur terrain. 20 corps calcinés, 20 maisons incendiées, 7 personnes sont à l'hôpital en soins intensifs. Les bilans des dernières attaques séparatistes au Cameroun. Restez avec nous pour la revue de presse. Les titres de ce mardi avec Etienne Tamboua qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Merci beaucoup Arlette et salutations respectueuses à toutes ces personnes qui nous suivent de partout. En justice, la coalition Lamouka porte plainte contre le gouverneur du Kasaï central. Exactement. Selon le média vrainfo.net, cette information a été confirmée par le chargé de communication de Martin Fayoulou et secrétaire national adjoint chargé de communication de SID, Jean-Marc Kabunda, sur son compte X, anciennement Twitter. La coalition Lamouka porte plainte, renchérit et précise ses rédacteurs contre M. John Kabeya Chikayi, gouverneur de la province du Kasaï central, pour tribalisme, atteinte aux droits garantis aux particuliers et tentative de meurtre contre l'opposant Martin Fayoulou. Pour sa part, le média DC5 nous laisse lire Arlette. Martin Fayoulou a été victime samedi dernier d'un jet de projectiles en quittant l'aéroport de Chikapa dans la province du Kasaï. Des actes qui surviennent selon ce tabloïd après que le gouverneur de la province avait appelé la population à n'accepter aucun autre candidat en dehors de Félix Tshisekedi, des propos qui ont été critiqués par une bonne partie de l'opinion. Dans cette plainte, ajoute DC5, le gouverneur du Kasaï central est accusé d'incitation à la haine tribale et à la discrimination politico-ethnique en interdisant à d'autres candidats de fouler les pieds dans sa juridiction. À ces mêmes sujets, Arlette Boutella, un autre média, met en exergue la réaction du côté du gouvernement
gouverneur. L'avocat de Kabeya qualifie l'accusation de Fayulu de théâtre politique. Le média quêteinfo.cd titre à sa une « Plainte de Lamuka contre le gouverneur John Kabeya ». L'avocat de Kabeya qualifie l'accusation de théâtre politique. Ce média rapporte que l'avocat de John Kabeya a réagi ce mardi, rejetant en bloc les accusations portées contre son client et a pris en charge sa défense. Selon lui, renseigne quêteinfo.cd, la demande de Lamuka sera jugée infondée par la Cour de cassation. Lamuka et son conseil semblent ne pas comprendre les principes de décentralisation, souligne-t-il, car John Kabeya est le gouverneur du Kasaï central et non du Kasaï. Eh bien, entre-temps, on va quitter la République démocratique du Congo pour se poser cette question. Quelle est la situation actuelle en Guinée-Conakry après l'évasion de samedi dernier? Oui, Arlette, les militaires au pouvoir en Guinée Conakry ont démis une soixantaine d'officiers, soldats et agents des services pénitentiaires après l'opération Commando qui a ébranlé le pays en faisant provisoirement sortir de prison l'ancien chef des jointes Moussa Dadis Camara et 3 co-détenus. En effet, France 24 mentionne Guinée, l'adjointe au pouvoir procède à une purge après l'opération évasion de samedi. D'un média à un autre, Arlette, TV5 Monde précise à travers son titre, l'adjointe mène une purge dans les services de sécurité et de prison. Ce média français révèle que le raid qui a réveillé le centre des Conakry au son des armes automatiques samedi matin n'a pas seulement fait au moins 9 morts, selon un bilan provisoire communiqué lundi matin par le procureur général Yamoussa Konté. Il a par ailleurs, souligne cet article, poussé les autorités dominées par le militaire à multiplier les appels au calme et les assurances qu'elles maîtrisaient la situation. Paralysée pendant le week-end, les activités ont repris à Khartoum, quartier du pouvoir et des affaires où s'y trouve aussi la prison centrale. TV5 Monde précise que les forces de sécurité Arlette filtrent minutieusement les entrées par la route à la recherche d'armes ou du dernier prisonnier encore dans la nature. Les colonels Claude Pivi, voilà, qui met fin à notre revue des presses de ce mardi. Arlette Boutella. Et Etienne Tambo, merci pour cette sélection. Je vous en prie. Aimables téléspectateurs, merci à vous pour votre attention soutenue. Restez informés sur Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.